facile à voir. Alors, aujourd'hui, donc, le thème qu'on a retenu. Alors, tout d'abord, oui, je voudrais excuser plusieurs personnes qui sont absentes. Je ne parle pas de celles qui sont à la plage ou à d'autres manifestations tout à fait légitimes. Il se passe beaucoup de choses à Paimpol et on s'en réjouit vraiment. C'est très actif, on ne le dira jamais suffisamment. Et quand je dis Paimpol, je vais jusqu'à Ploriveau. Hein. J'apprécie la précision. Oui, c'est vrai, il se passe énormément de choses, donc ça c'est vraiment super parce que c'est plein de vitalité intellectuelle, culturelle. Et c'est une notion absolument omniprésente. Elle est omniprésente pour être valorisée, les responsables, dont nous serions les administrés, mais aussi la responsabilité des responsables, souvent mise en cause, qui indique déjà la complexité du problème qu'on va évoquer, n'est-ce pas, de quoi, de quoi on parle, de qui on parle d'abord, quand on parle de responsabilité, qu'est-ce qu'on va entendre par cette notion, ce mot, est-ce qu'il y a un ou plusieurs concepts de responsabilité, hein? Le mot c'est une chose, mais ce qu'on entend intellectuellement par le mot peut être extrêmement divers. Et puis aussi parce que il y a avec ce terme ces usages médiatiques ou moralisants, n'est-ce pas, pas mal de confusion. Donc c'est une première raison pour essayer de clarifier cela. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le terme a une histoire, qu'il se décline dans des champs intellectuels et culturels extrêmement différents, sur des registres différents, et que il n'est pas surprenant qu'on ait du mal à s'en sortir, à bien comprendre ce qu'on entend par cette notion, et avoir un débat à peu près articulé là-dessus, parce que justement, la notion de responsabilité n'a pas le même sens et les mêmes implications suivant les types d'actions ou de sujets auxquels on réfère cette notion. Alors on pourrait peut-être commencer, c'est ce que je ferai très brièvement et sans être trop long, mais n'hésitez pas à m'interrompre, vous savez qu'on part toujours dans des parenthèses de parenthèses, donc la règle c'est de m'interrompre et de... Mais je voudrais quand même dire deux, trois mots sur de sémantique et d'histoire tout d'abord. De sémantique, le sens du terme, bon, c'est répondre de. Quelqu'un qui est responsable, dont on sollicite la responsabilité, dont on exige la responsabilité, ce sont des choses également diverses sur lesquelles on reviendra, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui peut répondre de. Mais la question, c'est répondre de quoi? En général, dans l'idéologie la plus courante, on dit c'est répondre de soi. Mais justement, ce soi, il est éclaté en différents registres que je énoncerai tout à l'heure, qu'on analysera peut-être, n'est-ce pas? Et donc, c'est une première idée. Donc, la notion de responsabilité, se répondre de, est au fond un point d'interrogation. Valoriser, pourtant, on demande à tout le monde d'être responsable, et dès qu'on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des conflits, par exemple, de responsabilité. Chacun se référant à un répondre de, qui ne répond... Je suis clair, moi je dis tout ça, c'est bon, qui renvoie certes au sujet, mais quand quelqu'un est responsable, le paradoxe, c'est qu'il se dit responsable, il ne renvoie pas à lui-même. Il renvoie à ce qu'il veut se répondre, ce dont il veut répondre en tant que sujet, plus que uniquement sa personne même. Alors il faudra clarifier ça, il y a un sens psychologique, on verra qu'il y en a d'autres au niveau de la responsabilité. L'autre idée, c'est que la notion de responsabilité a d'abord une signification quasiment technique avant de devenir une valeur centrale dans la philosophie. Grosso modo, c'est avec Descartes que la notion de responsabilité, et puis ensuite avec Kant, que cette notion va s'installer comme une valeur qui va qualifier le sujet et un certain nombre de vertus ou de capacités de la part des sujets humains. Mais c'est d'abord une notion juridique. Et là, quand j'avais commencé il y a un certain temps à réfléchir à cette question, j'avais fait une petite enquête historico-sémantique, si vous voulez, pour savoir d'où ça venait, à quel moment. C'est un travail que je vous invite à faire souvent. Allez dans les dictionnaires étymologiques, les dictionnaires historiques. Là, on a des surprises absolument étonnantes.
Et la première fois que j'ai été amené à vraiment parler sérieusement, outre les cours qu'on faisait habituellement, évidemment, de la responsabilité, c'était quand je faisais des interventions pour des cadres supérieurs de grosses entreprises, EDF, Banque de France, etc., qui nous sollicitaient à une époque des philosophes pour essayer d'y voir clair. Et on s'embrouillait tous ensemble d'une façon très, très joviale, je dirais. Voilà. Et ils avaient une conception très instrumentale, dont je dirais un mot tout à l'heure, de la responsabilité. Or, un des premiers sens de la notion de responsabilité dans ses usages qui qualifiaient une personne, c'était la notion de résistance. Et quand vous disiez à des cadres supérieurs de grosses entreprises, être responsable, c'est être capable de résister, là, immédiatement ils pensaient que vous faisiez de la pub pour la CGT, mais pas du tout. C'était déjà attestable au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Or c'est quand même extrêmement intéressant de noter cette idée que quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est capable de résister, quelqu'un qui est capable de, comment dirais-je, de s'opposer, n'est-ce pas, au nom de quoi? C'est ça aussi qu'il a... Qui a du répondant. Qui a du répondant, exactement. Et au niveau juridique, déjà à Rome, la notion juridique était liée non seulement à cette capacité d'avoir du répondant, d'être capable de se défendre, c'est de ça qu'il s'agit, et aussi capable de promesses. Donc, la responsabilité serait liée également à la notion de promesse. J'ai vu que tu as apporté les Vinas avec toi, c'est pas un hasard sûrement, parce qu'il en parle aussi sous cet angle-là. Quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tous égards. Donc vous voyez que la signification usuelle dans nos têtes, on appelle le sens commun, la doxa, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, qui qualifierait le sujet dans son individualisme, je suis le prof responsable, le cadre responsable, l'homme politique responsable, etc. Là, il faut aller voir de près le responsable. Est-ce qu'il est capable de résister? Est-ce qu'il est capable de tenir une promesse? Quel est le contenu même de cette notion? Donc c'est une première chose que je voudrais signaler, quitte à en débattre de façon plus approfondie avec vous. Alors évidemment, s'oppose l'irresponsabilité. Mais qui est irresponsable? Qui dit l'irresponsabilité? On peut toujours dire par exemple que pour des raisons... Est-ce qu'un terroriste, par exemple, est quelqu'un d'irresponsable? Au risque de se scandaliser, j'essaierai d'argumenter que non. Et que là, ça nous oblige à aller beaucoup plus loin sur cette question. Il est responsable autrement. Que ce soit inacceptable, ça nous permet de déboucher sur des champs de problèmes. La question du mal, la question de la faute, éventuellement de la culpabilité, la question du crime, la question etc. Vous voyez? Donc ça renvoie à des champs qu'on peut qualifier en termes techniques des champs normatifs, c'est-à-dire à quoi on se réfère finalement quand on parle de responsabilité. Voilà une première série, si vous voulez, pour pointer, je dirais, l'espace des problèmes qu'on aura à examiner ensemble. Et vous voyez que la notion de responsabilité, elle renvoie à une capacité, mais elle renvoie aussi à des valeurs morales, elle renvoie aussi, chez Descartes par exemple, à la capacité de discernement, n'est-ce pas? Donc à l'intelligence, vous voyez? Donc c'est pas seulement une valeur morale, à supposer qu'on sache ce que c'est qu'une valeur morale. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a pas mal de cafouillages là-dessus. Peut-être d'ailleurs qu'on pourra un jour consacrer un entretien sur ces notions d'éthique et de morale, n'est-ce pas, une vraie bouillabaisse idéologique, n'est-ce pas, sur laquelle il serait peut-être temps de composer un plat qui soit un peu digeste pour l'intelligence. Alors, je voudrais mettre l'accent pour montrer un petit peu la complexité des choses avant d'engager le débat, n'est-ce pas, à partir de 3 exemples d'occurrences, d'expressions familières à travers lesquelles surgit la notion de responsabilité. On a d'abord l'expression courante « être responsable », qui est une injonction éducative en général aux enfants. « Sois responsable ». Évidemment, l'enfant va vous répondre de quoi?
lui, quand il fait son activité d'enfant, sans le terme, il se conçoit comme quelqu'un qui va au bout de ce qu'il a à faire, même si c'est l'heure de manger, par de conséquence, il est aussi... Mais être responsable, ça qualifie, en tout cas en principe, le sujet. Mais c'est à la fois quelque chose d'objectif, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de pathologie psychique grave, on voit bien qu'il ne peut pas rapporter ses actions à lui-même comme étant l'auteur de ses actions, ni en mesurer les conséquences. Bon. Mais on peut être aussi psychologiquement sain, entre guillemets, et puis se considérer autrement comme étant un sujet responsable. On donnera des exemples tout à l'heure, je dresse le paysage, si vous voulez. Donc ça qualifie en tout cas le sujet. Mais si vous dites avoir des responsabilités, là c'est tout à fait autre chose. Avoir des responsabilités, ça qualifie la fonction. Et vous pouvez avoir des comportements qu'on va juger complètement irresponsables, par exemple le harcèlement dans le travail, et être fonctionnellement parfaitement responsable. Mais pas de la même chose. Donc là, il y a encore un problème qui se pose. Et puis, vous avez aussi l'expression prendre ses responsabilités. Mais là, ça qualifie l'action, une capacité à décider. Mais prendre ses responsabilités, n'importe qui peut faire preuve de cette aptitude à prendre ses responsabilités. Pour prendre des exemples extrêmes, Schwein a pris ses responsabilités. De quoi on parle là, n'est-ce pas? De même qu'il avait des responsabilités qu'il a assumées, mais pas coupables. Pour des raisons qu'on va examiner tout à l'heure et qui sont peut-être un peu plus complexes que celles qu'avait évoquées la grande philosophe germano-américaine Hannah Arendt. On va revenir là-dessus. Mais enfin, bon, donc on voit déjà la complexité. Ça ouvre sur autre chose, et je vais terminer là-dessus pour engager le débat avec Pierre et puis avec vous, qui est finalement, quand j'étais aux prises avec ces questions, avec les fameux cadres supérieurs d'EDF, il a bien fallu construire un modèle, qui était aussi un modèle sociologique, des registres sur lesquels se situe la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes de compatibilité entre des engagements de types divers dans leur activité. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on a des formes de responsabilité qui ne sont pas forcément compatibles. L'idée, c'était de comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Vous êtes le chef, les autres doivent obtempérer. Quand ça va mal, on voit les syndicats. En général, ça se règle comme ça, se réglait comme ça, etc. Mais pourquoi ils sont si désemparés? Et donc, à force d'analyser ces situations avec eux, j'avais élaboré une sorte de modèle dont je vous le livre pour éventuellement en discuter. C'est ce que j'ai appelé les registres de la responsabilité. Et bon, on aurait pu faire un schéma, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs comme d'habitude, mais on peut quand même y voir un peu clair. Un peu plus clair, en tout cas, à titre provisoire. Voilà. Alors, il y a un premier registre qu'on a qualifié tout à l'heure, c'est le registre proprement psychologique. Donc, on va dire au moins au minimum, c'est quelqu'un qui peut se concevoir comme sujet. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que si vous avez des sociétés dont les codes culturels ne correspondent pas à cette manière de se concevoir comme sujet, là, vous avez des problèmes pour analyser psychiquement la responsabilité. Alors, l'idéologie coloniale a résolu le problème, ils n'étaient pas au niveau. Sauf que ils avaient peut-être mis le doigt sur des problèmes qu'on ferait bien de prendre en charge. Et puis, vous avez, sur un autre plan, je dirais, enfin, c'est une condition sine qua non, si vous voulez. Vous avez ce que j'appelle la responsabilité instrumentale fonctionnelle. C'est-à-dire que, Bruno, je vais prendre l'exemple de la bibliothèque, tiens. Bruno est le patron de la bibliothèque, il doit remplir avec ses collaborateurs, collaboratrices, un cahier des charges. On lui demande que ça fonctionne en tant que bibliothèque et pas comme un resto associatif. Bon. Donc, ça pourrait être le cas d'ailleurs. Donc, ça c'est la responsabilité
instrumental fonctionnel. Vous êtes chargé de, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas, vous avez des soucis avec vos hiérarchiques, etc. Bon. Donc, instrumental, la plupart d'entre nous sommes d'abord professionnellement confrontés à cette responsabilité instrumentale fonctionnelle. Mais, vous avez aussi, car une entreprise ou une bibliothèque, ce n'est pas un monde fermé. Elle doit répondre à un ordre juridique, c'est-à-dire un ordre de droit. Autrement dit, il y a un autre niveau, alors que le premier, on pourrait l'appeler réglementaire, si vous voulez, là, on a un niveau de droit. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, quelqu'un qui est responsable, et quelqu'un qui doit se plier à l'ordre juridique, et ne pas s'en sortir en principe. Ou alors, ça pose un problème que j'évoquerai tout à l'heure, qui peut être bon ou mauvais, enfin qu'on peut justifier ou non, argumenter ou non. Ça me rappelle le problème qu'on évoquait une fois précédente avec Locke, n'est-ce pas? Quand John Locke, le philosophe anglais, disait « Bon, vous pouvez toujours être un dissident, mais c'est à vos risques et périls. » N'est-ce pas? Donc ça pose des problèmes. Si tout le monde est d'accord avec vous, ça tombe bien. Et si vous êtes en face d'une opposition globale, vous avez un prix à risque et vous perdez. Même si vous considérez qu'au regard de Dieu, au regard de la postérité, au regard de la femme ou de l'homme que vous aimez et qui vous donne raison, malgré tout, c'est quand même perdu pour vous. Sur ce terrain-là, en tout cas. N'est-ce pas? Donc, le niveau juridique. Mais vous avez aussi un niveau que j'ai appelé organisationnel collectif. C'est-à-dire que vous appartenez à une société, ou à un groupe industriel, ou à une mairie, pour les médiathèques. Et là, vous devez répondre à des exigences. Par exemple, j'avais analysé ça à une époque, les chartes d'entreprise. Les chartes dites éthiques, qui ressemblaient plus à de l'éthologie, à la science du comportement animal qu'à de l'éthique à proprement parler, mais enfin bon, il y avait des chartes éthiques, il y en a encore, n'est-ce pas, notamment dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises maintenant. On vous demande d'adhérer. Ça a été un maître mot du management à partir des années 90. Et encore, vous devez adhérer. Bon. Mais c'est un autre niveau qui n'est pas le même niveau que le niveau instrumental fonctionnel. Vous pouvez faire un très bon job de directeur de médiathèque et ne pas adhérer à l'idéologie des donneurs d'ordre et de la globalité des choses. C'est un exemple purement imaginaire, hein, c'est pour les besoins de la cause de l'argumentation. Donc vous avez un autre niveau et un autre sens de la responsabilité. On voit qu'est-ce qui apparaît progressivement ici. C'est que on a une diversité de ce dont on doit répondre. Et que celui ou celle qui doit répondre de soi est déjà éclaté dans tous ces univers normatifs. Mais ce n'est pas suffisant, parce que vous vivez dans une société dite civile, c'est-à-dire non politique, et dans une société aussi politique comme citoyen, où vous avez aussi un certain nombre d'exigences auxquelles vous devez faire droit. Comment concevez-vous le rapport avec vos concitoyens dans la vie civile, par exemple en termes associatifs, ou bien en termes de repli individualiste, etc. Vous avez là encore des normes de responsabilité. Quelqu'un qui est hyper individualiste, on va dire qu'il est irresponsable, mais il ne l'est pas, il l'est autrement. Quelqu'un qui est impliqué dans l'associatif, il a une autre conception et d'autres normes de référence de la responsabilité. Et puis, vous avez dans l'ordre politique le rapport que vous avez au fonctionnement du régime politique auquel vous appartenez, aux différents partis qui se disputent le pouvoir. Là aussi, qu'est-ce que c'est que être responsable quand vous êtes dans des situations politiques qui vous demandent ou exigent de vous que vous choisissiez? Bon, le cas de 2002 et de 2017 au présidentiel est clair, n'est-ce pas? On dit, être responsable, c'est voter contre le Front National. D'accord, bien. Mais vous en avez d'autres qui ont dit, on est contre le Front National, mais on ne vote pas pour Macron. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, c'est une autre manière. Ça met en jeu un autre sens de la responsabilité, n'est-ce pas? Bon. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que vous avez deux autres registres.
de la responsabilité. Mon schéma est à peu près exhaustif, n'est-ce pas? On pourrait peut-être le dessiner quelque part un jour pour pour le faire circuler. C'est la responsabilité personnelle et la responsabilité que j'ai appelée générique, c'est-à-dire genre humain. La responsabilité personnelle, ce sont vos convictions. Et alors, elles peuvent aller à l'encontre de tout le reste que je viens de signaler, n'est-ce pas? Et puis, la responsabilité générique, bon, aujourd'hui, c'est l'éthique des droits de l'homme et l'ordre juridique des droits de l'homme. Bon. Et quand vous regardez l'ensemble de ces dimensions qui sont toujours présentes dans toute activité professionnelle, voire de la vie civile, vous vous dites, mais il y a un souci d'abord pour comprendre ce dont il s'agit dans la responsabilité, puisqu'il faut bien argumenter des choix, n'est-ce pas? Dire j'assume pas, pourquoi, etc. Mais là où ça posait un problème aux fameux cadres, n'est-ce pas? C'est qu'une fois que vous leur mettiez ça sous les yeux, ils comprenaient pourquoi ces dimensions entraient en résonance, au sens où les forces d'un pont entrent en résonance et le pont explose, et bien là vous aviez le cadre qui explose parce qu'il n'arrivait pas à gérer ces ensembles-là. Alors la plupart du temps, on arrive plus ou moins par l'habitude, par le mode de fonctionnement de la société, par le fait qu'il y a des valeurs partagées malgré tout, n'est-ce pas, à concilier ces différents registres. Mais il y a des moments qu'on peut référer à ce qu'on appelle des cas de conscience, n'est-ce pas, où là, ça pose problème et il faut faire des choix. Par exemple, des choix des lanceurs d'alerte. Ça, c'est un exemple extrêmement intéressant parce que vous pouvez rendre service à la collectivité, à ses idéaux de transparence, de valeur, de liberté, etc., et de vérité, et puis en même temps être traduit devant un tribunal parce que vous avez enfreint la loi que vous n'auriez pas dû enfreindre, ou bien parce qu'on vous met à la porte de l'entreprise, ou etc. Voilà. Alors, ce que je voulais faire en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est quand même nous mettre en face de la complexité de cette notion de responsabilité et de voir un peu ce qu'on peut faire avec, tout en évitant de désespérer Billancourt et Le Gouello. Pierre, tu voulais peut-être... Non, on va enchaîner tout de suite, moi je pense. Avec vos questions. Voilà, avec vos questions ou vos réflexions, puisque finalement nous vous avons posé une question. De qui, de quoi sommes-nous responsables? Et comme on n'avait pas de réponse, on s'est dit on va le Ouais, dire c'est ce bien. soir pour voir La réponse, il y a deux, trois choses à nous dire. En tant que parent, on est quand même responsable. Il y a tu as pris un exemple qui est plutôt inscrit dans les relations, formation avec les cadres, mais en tant que personne, nous sommes responsables de nos enfants quand nous en avons. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu intéressant. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point et jusqu'à quel âge? Ils sont déjà avant 18 ans. On va rester Jusqu'à là. quel âge? Jusqu'à quel âge? Et jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point? Oui, vous avez des avis là-dessus. Oui, on va y revenir, on retient la question. Oui, puis je pense Mais on va en prendre. Il y en a une qui va aussi là, c'est on a depuis des dizaines d'années un concept de l'enfant roi. Est-on, en tant que parent, responsable de s'inscrire dans ce concept de l'enfant roi? C'est aussi une autre question. Ouais. Sur l'exemple de l'enfant, sans vouloir me substituer aux questions, on voit très bien qu'elle admet plusieurs réponses suivant les registres sur lesquels on se situe ici. Que j'ai rappelé brièvement sur lesquels on peut en revenir. Il n'y a pas une réponse à ça. Et n'oubliez pas que toute une série de sociétés, et encore aujourd'hui, et pas les moindres, je pense à la Chine en particulier, procèdent à l'infanticide des filles, sans parler de l'abaissement social des filles dans toute une série de pays et sous des formes plus subtiles chez nous. Mais, oui, je reviendrai sur Madame. Moi, je pensais il y a une chose, est-ce que la responsabilité est différente de la culpabilité?
Que ce soit Parce juste que la un mot. responsabilité est Oui, différente de la oui. culpabilité. Est-ce qu'on est souvent coupable ou responsable? Oui. Ah, coupable mais pas responsable, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Vous faites allusion à ça. Ah oui, ça Mmh. fait ça, monsieur. Oui, enfin, C'est une grosse question. C'était l'inverse dans l'affaire du sang contaminé, c'était responsable mais pas coupable. oui, l'inverse. Responsable dans son action, mais pas coupable au sens pénal du terme. Oui. C'était la défense d'Edmond Hervé. Oui, oui, oui. Ça, quand on est Et de Georgina Dufour. récemment j'ai entendu quelque chose sur l'amiante. On disait, mais les responsables savaient. Oui, ils savaient qu'il y avait des morts. Bon, alors, on continue à dire, mais on ne savait pas à l'époque, etc. Moi, je pense que c'est exactement un cas similaire de responsabilité sans culpabilité. On peut peut-être prendre le pour pas se perdre dans les questions, Les enfants, les enfants et puis la culpabilité. Il y a en droit quelque Quelque chose chose. qu'on revienne aux enfants après. Après, oui. Parce que ça permettra de... Oui, c'est ça. On revient aux enfants après. On y reviendra aux enfants. Oui, oui. Soyez certaine, madame, que votre question est bien enregistrée. Mais dans le caractère stratégique de nos réponses et de nos argumentations, on va y revenir. Mais ça, on peut faire d'abord deux remarques préalables. D'abord, quand Georgina Dufour a dit cela, elle avait factuellement raison. Mais la responsabilité dont elle parle était une responsabilité politique et en tant que responsabilité politique, politico-morale, d'accord, et pas coupable, c'est-à-dire qu'elle n'était pas la personne qui a décidé qu'on passerait outre et donc qui était susceptible d'une incrimination pénale. Bien. Maintenant, vous avez en droit et au niveau éthico-moral deux choses intéressantes. D'abord, vous pouvez être coupable sans intention. C'est intéressant. Donc, responsable sans intention. Donc, vous devez répondre de quelque chose dont vous n'êtes pas l'auteur. Ce qui pose un problème. On vous dit, vous acceptez d'être ministre, donc, de facto, vous acceptez les conséquences des actes qui seront réglementairement agis sans votre consentement explicite. Ce qui nous permet de mettre l'accent sur un autre problème, c'est que le vieux débat, n'est-ce pas, avec les jésuites, enfin, on l'appelle l'argumentation jésuitique, n'est-ce pas, parce que l'argumentation jésuitique consiste à dire que tout ce dont je n'ai pas connaissance est hors du champ de ma responsabilité. Par exemple, à l'époque de Richelieu, c'est l'exemple qui est classique, n'est-ce pas, qui est pris, les duels sont interdits, je me promène avec mon épée, bien sûr, et tôt le matin, on ne sait jamais, je peux tomber sur un sanglier, donc j'ai mon épée, je rencontre par hasard quelqu'un qui m'agresse, c'est pas, je le tue parce que je me défends, mais je n'avais pas l'intention de me battre en duel. Hein, c'est le jésuitisme de l'intention, pas le fait de ne pas l'avoir. Ça s'argumente, ces choses-là. Hein, parce que j'ai vu un film l'autre jour qui traitait exactement de cette question et qui s'appelle Seul contre tous, Irine Prokovic, voilà, Irine Logol. Et le problème, c'est que vous avez un problème de pollution dans une usine et la maison mère va dire que c'est pas moi, c'est eux, là, moi j'étais pas au courant, etc. etc. Bon. Donc ça pose un problème. Mais ça pose un problème beaucoup plus profond que ça. C'est que ce n'est pas seulement ce dont j'ai connaissance dont je suis responsable, c'est ce dont je dois avoir connaissance. C'est-à-dire que si je ne prends pas les informations que je dois prendre, à ce moment-là, je suis responsable. Et ça peut trouver une traduction juridique. Vous voyez, c'est très profond la question que vous posez. La question, là, enfin, moi, je la situerai aussi dans un contexte historique un peu plus récent, pas simplement au XIXe siècle. Je m'y étais intéressé en travaillant sur
la question des armateurs paimpolais et de leur responsabilité, et donc toute la question de la façon dont on avait pensé la responsabilité des accidents du travail tout au cours du 19e. Après la Révolution, au début du 19e, le droit civil, c'est très clair, on est responsable et coupable que de ce que l'on a fait volontairement. Le patron a fait ce s'il n'a pas eu aucune intention de blesser un ouvrier sur ses machines, l'ouvrier n'a aucun recours contre lui.